Allez, on se retrouve pour la seconde moitié de l'émission. Nouveau rendez-vous des experts. Attention, notez-le bien, c'est tous les jours désormais de 10h à 11h sur l'antenne de BFM Business. Et on va parler rentrée sociale. Évidemment, hier, François Bayrou était à la CFDT où il a reçu un accueil poli, mais assez tiède, on peut le dire comme ça. Avant la réunion vendredi de l'intersyndicale qui doit décider des actions à mener en cette rentrée. Il y a beaucoup de sujets sur la table, la suppression des 2 jours fériés. Alors en même temps, maintenant, est-ce que c'est encore sur la table des négos ou pas ? Pas sûr. La réforme de l'assurance chômage dont on va parler aussi beaucoup, et plus largement les mesures sur le droit du travail et la représentation des salariés. Elle est comment cette rentrée sociale, Béatrice Mathieu ? Alors, ça dépend où vous vous posez, mais pour les syndicats, elle est très compliquée. Côté syndicat, elle est extrêmement compliquée parce que pour eux se profile en fait ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, c'est-à-dire d'être dépassés par un mouvement en fait qu'ils n'ont pas initié en fait. Le mouvement du 10 septembre, voilà. Tout bloqué. Tout 2 jours après probablement que le gouvernement soit renversé. Voilà, c'est ça. On aura une France complètement bloquée. Et donc on voit bien que il y a beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes en fait sur les origines et les fondements en fait de ce mouvement. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, en tant que journaliste sur c'est très protéiforme, né à l'extrême droite, avec des soupçons en fait d'ingérence étrangère qui feraient un petit peu monter la mayonnaise. Donc, est-ce qu'on sait si ça va être sérieux, ce mouvement ? Ça commence à s'organiser a priori de façon un peu concrète dans certaines villes, mais est-ce que ça va être sérieux ? Franchement, je sais pas, mais en tout cas, les syndicats face à ça, et notamment la CGT et FO sont très embêtés par rapport à ça, parce que ce sont des syndicats dans lesquels ils ont certaines branches qui sont assez enclines en fait à suivre le mouvement, donc avec un risque de fracturation encore un peu plus important que ce qu'il y a déjà par exemple à la CGT. C'est moins le cas à la CFDT. Donc ils marchent un petit peu sur des œufs et ils essayent d'une certaine façon, c'est le cas à la CFDT, de reprendre une posture combative en disant, par exemple, on n'ira pas à la négociation sur les 2 jours, sur les 2 jours fériés. Ouais. Sachant que cette négociation, effectivement, maintenant, elle est quand même... Il y a de très gros pointillés sur cette négociation. Voilà. Ouais. Donc, la CFDT qui avait été échaudée par le conclave sur les retraites, c'est très mal terminé. Beaucoup avancé sur un succès et finalement, qui a fini en autre boudin. Donc, sur ces 2 jours fériés, est-ce qu'on a besoin de travailler plus en France, Éric Heyer ? Bon, ça c'est vraiment une question un peu compliquée, d'accord ? Parce que justement les statistiques, d'accord, c'est celle de l'OCDE. Chaque semaine, chaque année ou tout au long de la vie. Oui. Mais l'OCDE nous dit très clairement, mais il faut lire les Astérix, nous dit on ne peut pas faire de comparaison internationale sur les données de durée du travail. Et pourquoi ? Parce que c'est pas les mêmes, c'est pas la même façon de calculer dans tous les pays, c'est pas les mêmes enquêtes, etc. Donc ils nous disent, voilà, regardez en évolution. Mais ne regardez pas en comparaison pays par pays. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Mais on le fait tout de même parce que l'OCDE, qui nous dit dans un petit astérix, ne le faites pas, il nous met un graphique où il le fait. Où ils le font. Donc, du coup, bien sûr, on le fait. Alors si on prend ces statistiques, ils sont donc, du coup, très fragiles. Donc, on est d'accord. Et ils le disent eux-mêmes, en comparaison. Qu'est-ce que ça nous dit ? Allez, en résumé, quand je travaille à temps complet, d'accord, en France, je travaille moins qu'ailleurs. En gros. Quand je travaille à temps partiel, je travaille plus qu'ailleurs et on a moins recours au temps partiel. Oui. Donc quand je fais une moyenne pondérée, d'accord, ce qui n'existe pas, c'est un travailleur, ok, une moyenne pondérée, on travaille légèrement plus que la moyenne. Mais ça, c'est ceux qui travaillent. Ok. Si maintenant on le dit... De manière hebdomadaire, de manière annuelle ? Hebdomadaire ou annuelle. De la même manière, quand je prends en compte les congés. On est à peu près à 38 heures. À cause de quoi ? À cause du temps partiel. Oui. C'est-à-dire que, vous voyez, vraiment, il faut avoir une statistique. Aux Pays-Bas, il y a 48% des salariés à temps partiel. Car un salarié sur 2 est à temps partiel et travaille 18 heures par semaine. Oui, ça vous fait baisser la moyenne. Hein. Alors que nous, en France, c'est 17%, pas 48, 17%, et on travaille plutôt à temps partiel 22-23 heures, si on prend les données de l'OCDE. D'accord. Donc oui, dès qu'on incorpore le temps partiel, on revient dans la moyenne. Dit autrement, qu'est-ce qu'on a fait ? Nous, on a réduit le temps de travail, ça nous dit l'OCDE, par le temps complet. Ailleurs, ils l'ont fait en incitant au temps partiel. Mais c'est une réduction du temps de travail. Hein. Mais quelle est la plus juste ? Vous voyez, ça c'est un débat. Il y a de 2 côtés. Ce qui est injuste du côté du temps partiel, c'est que c'est les femmes qui réduisent le temps de travail, d'accord ? Alors que et les hommes qui travaillent. Bon, un point. Le point qui est souvent mis en avant, c'est quand je divise
la durée du travail par le nombre d'habitants, là on est en dessous de tout le monde. Oui, mais moi j'aime pas trop ça. Mais le sujet c'est le chômage en France. Mais oui, non, mais des pas jeunes. Non, mais pourquoi j'aime pas trop ça? C'est que oui, on a plus d'enfants, même si ça commence à baisser, on a plus d'enfants qu'ailleurs. Donc on divise par une population jeune qui est plus importante. Bah, rien que ça vous biaise votre nature. Non, ce qui est important, c'est de moins en moins vrai quand même. Hein. Oui, c'est de moins en moins vrai, mais non, c'est pas vrai. Nous, ça baisse, mais ailleurs, ça baisse encore plus. Allez voir en Italie, allez voir en Allemagne, allez voir dans tous ces pays-là. Donc oui, forcément, ça biaise. Ce qui me paraît être mieux maintenant, c'est regarder les taux d'emploi. Et effectivement, les taux d'emploi, mais ça maintenant on le sait par cœur, d'accord. Le taux d'emploi quand j'ai entre 25 et 55, il est comme tout le monde, d'accord. Donc il y a rien à dire. Il est plus bas chez les jeunes, il est plus bas chez les seniors, d'accord. Donc c'est les taux d'emploi. Donc si je réponds à votre question sur le jour férié, c'est pas ça le problème. C'est pas refaire travailler ceux qui sont déjà au travail et qui travaillent à peu près comme tout le monde. Donc c'est pas ça. C'est mettre au travail ceux qui ne sont pas. Voilà, c'est faire dans les deux extrémités, les faire travailler. Donc je vois pas en quoi le jour férié va les faire travailler. Donc je pense que ça ne répond pas au vrai problème s'il y en a un du temps de travail en France. Très concrètement, le chef d'entreprise aujourd'hui, patron de PME, rappelez-nous le nombre d'employés. On est pas loin de 50. Pas loin de 50. Pas loin du seuil fatidique des 50. Oui. Est-ce que vous avez toujours des problèmes pour employer, pour trouver des actifs ou pas? Alors, merci pour cette séquence concrétude. Donc moi, j'ai pas d'écartille. Vous êtes là pour ça, cher Laurent. J'ai pas de statistiques à vous fournir. Je ne signe que des contrats de travail. Alors, je pense que effectivement, et quand on veut examiner l'économie de manière académique, et d'ailleurs c'est un petit peu la nourriture des politiques, parce qu'évidemment ils sont pas sur le terrain comme votre serviteur. Oui, on fait ce genre de comparatif. Je pense que chaque manager qui dirige une équipe vous dira que ce qui compte c'est l'efficacité. Je veux dire, c'est pas parce que vous avez un type derrière un bureau que forcément c'est efficace. Hein. D'ailleurs, il y a quelques administrations où on voit clairement qu'ils sont pas proches du nervous breakdown, comme on dit. Hein. Bon. Là où il y a un sujet, par contre, c'est au niveau de la flexibilité. Je vais vous donner un exemple. Prenez un restaurant. Je veux dire, un restaurant, de 10h à midi, il ne se passe pas grand-chose. Donc, si la personne doit être là et faire de la présence, ça sert à quoi? À rien. Par contre, entre midi et 14h, alors là, il faut du monde. C'est exactement la même chose dans l'économie. Et c'est pour ça que, comme on a, si vous voulez, des systèmes qui sont assez rigides et qui ne nous permettent pas d'épouser les impératifs du business, du client, etc., c'est ça qui rend les choses extrêmement compliquées. Donc là, il y a quelque chose auquel il faut repenser. Bon, ça, c'est la première chose. Là, c'est sur l'organisation et sur les lois du temps de travail. Et sur les lois, l'organisation du temps de travail. On a un système qui est ultra rigide. Je veux dire que quand vous regardez le code du travail... Non, mais il faut qu'on dise les choses. J'essaie de bien vous comprendre là. Donc, quand vous regardez le code du travail, je veux dire, ça donne mal à la tête à une aspirine. Je veux dire, tout cerveau normalement constitué, contrairement à ce qu'on vous explique, nul n'est censé ignorer la loi, personne n'y comprend grand-chose. C'est pour ça qu'il y a toute une flopée d'avocats qui vous décodent les choses. Donc là, il y a quelque chose à repenser. Parce que, je fais une petite aparté, mais qui a son importance, Eric a parlé d'enfants. Je pense que le plus grand challenge dans les 5 ans à venir, c'est la pyramide des âges en France. Quand vous regardez, et tout le monde peut le voir à son niveau, vous allez chez le boucher, vous avez souvent des gens qui ont les cheveux blancs. Je veux dire, il y a une grande partie du pays aujourd'hui qui fonctionne avec des gens qui ont 60 ans et plus. Donc on est sur une pyramide des âges inversée. Donc quand on parle de productivité, ça veut dire que mathématiquement, sauf si on fait venir des gens de l'extérieur, ceux qui sont en place et en âge de travailler auront plus de boulot que les autres. Bon, ça c'est une autre discussion. Maintenant, concernant, je dirais, la mesure de ce qui se passe actuellement sur le marché du travail, vous avez posé la question sur la rentrée sociale. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, contrairement à il y a un an, vous mettez une annonce pour recruter quelqu'un, vous avez 150 CV. Hervor, qui est en recrutement quasi permanent... La bascule retourne du côté de l'employeur. Écoutez, nous, aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est un long fleuve tranquille, mais globalement, il y a encore pas si longtemps, vous passiez une annonce, il n'y avait rien du tout. Là, maintenant, il y a tout ce qu'il faut. Du cadre jusqu'aux manœuvres. Et ça, c'est un signe des temps. Et ça, je pense qu'Éric, ça va arriver sur votre téléscripteur. Non, mais on l'a déjà vu. Mais le retournement du marché du travail, on l'annonce depuis un moment. Alors nous, on le voit depuis quasiment un an. Ça fait un an que ça a changé. Et je pense que les gens sont assez inquiets. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un conjoint, une relation, qui cherche du boulot et qui n'en trouve pas. Moi, j'ai jamais eu autant de CV en période estivale. D'habitude, la trêve des confiseurs, il n'y a rien du tout.
Dans ce cas-là, Béatrice Mathieu, est-ce que c'est le bon timing pour lancer une réforme de l'assurance chômage non, ça c'est sûr que qui durcit les conditions c'était une mauvaise idée pour plusieurs raisons. Effectivement, par le timing conjoncturel que vous avez bien. Je rappelle que Matignon a envoyé des lettres de cadrage aux partenaires sociaux début août sur cette négociation. Et deuxièmement, parce que sur le fond, quand on regarde, je vais revenir sur le modèle social et les différents régimes, le régime de l'assurance chômage était jusqu'à présent équilibré, voilà, et que s'il est redevenu en déficit, c'est parce que l'État a ponctionné dans les excédents de l'assurance chômage pour financer France Travail. Ce que les syndicats ont très mal pris. Oui. Tous les syndicats, d'ailleurs, l'ont très mal pris. Donc, pour cette double raison, c'est une très mauvaise idée de relancer le chantier de l'assurance chômage maintenant, alors même que la précédente réforme entrait à peine Mais ce qu'on raconte, mezzo voce, dans les couloirs du gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même de sacrés abus. Il y a toujours cette logique de je recharge mes droits et j'ai le droit à mes 20 mois d'indemnité derrière. Il y a la montée en puissance des ruptures collectives qui représentent aujourd'hui, vous allez me donner le chiffre, mais à peu près la moitié des ruptures. Et là aussi, ce qu'on raconte, c'est que c'est le cadre HEC qui profite d'une césure d'un an, tout frais payé par la collectivité pour aller faire son tour du monde. Je caricature un tout petit peu le propos, mais est-ce que ces réalités existent, Éric Heger ? Oui, mais bien sûr. Non, mais c'est toujours très compliqué. Vous voyez, est-ce que la rupture conventionnelle, il y a des effets d'aubaine là-dedans ? Sans doute, dans toute mesure, il y a des effets d'aubaine. Mais mesurer les effets d'aubaine, ça devient un peu compliqué, d'accord ? Et donc, et on est beaucoup dans des fantasmes. Dans la rupture conventionnelle, il faut qu'il y ait les deux parties. Donc, c'est pas forcément le cadre qui essaie de biaiser. Il y a aussi peut-être l'employeur. Si l'employeur n'a pas envie de signer, il signe pas. Donc, c'est quand même, il faut pas mettre tout sur le côté du salarié. Oui. Il y a peut-être aussi l'employeur qui a signé et ça l'intéresse de signer des ruptures conventionnelles plutôt que de faire un plan licenciement. Donc, attention. Bon, et c'était une mesure qui était là pour flexibiliser. Donc, encore une fois, effectivement, j'entends le côté rigide, mais pour flexibiliser, pour faciliter les licenciements, on a mis en place cette mesure. Il y a des effets d'aubaine. D'accord. Il faut essayer de lutter contre les effets d'aubaine. Oh, très bien. OK. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il fait ? On fait un retour en arrière ? On les supprime, ces ruptures conventionnelles ? Non, il faut contrôler. Mais vous voyez, quand on essaye de mesurer justement ces effets d'aubaine, admettons sur le chômage, vous voyez, il y a l'UNEDIC qui essaye de le faire. Systématiquement, c'est marginal. C'est-à-dire que ce qui ressort de ces études qui essaient de montrer est-ce qu'il y a de la fraude, etc., c'est tout petit. C'est-à-dire que ce qui est mis en avant, c'est que ça serait 6% des chômeurs qui ne joueraient pas le jeu. Et dans ces 6% des chômeurs jouer le jeu, c'est-à-dire rechercher un emploi, être actif, etc. Et dans les 6%, d'accord, si on regarde, il y a des chômeurs qui sont non indemnisés, d'accord, parce que c'est la moitié des chômeurs qui sont non indemnisés, donc c'est faible. Là, le rapport du Haut Conseil au financement de la protection sociale, quand il parle de fraude sociale sur le chômage, c'est 0,2%. Donc, vous voyez, moi, je veux bien qu'on essaye de lutter sur ces 0,2%. Peut-être que, allez, on met trop d'importance là-dessus et se dire les effets d'aubaine, malheureusement, qu'est-ce que vous voulez, dans toute mesure, il y aura des effets d'aubaine. Est-ce que ce sont des effets de bord et tant pis ? Ou est-ce que c'est extrêmement important ? Moi, je pense qu'on est sur les effets de bord et tant pis, il faut les assumer. Ça, c'est la vision macro. Au niveau micro, le chef d'entreprise, est-ce qu'il a déjà été confronté à ces salariés qui disent « j'ai travaillé 6 mois, 8 mois, je m'en vais ». Alors moi, je ne partage pas le constat d'Éric. On va faire un petit flashback quand même, et je pense que c'est important de le faire. Jusqu'à il y a encore pas si longtemps, le mot fraude sociale était un gros mot. Dire qu'il n'y avait pas de faux chômeurs, il n'y avait pas d'arrêt maladie de complaisance, tout ça n'existait pas, c'était, je vais reprendre votre terme, dans le fantasme des patrons. Bon. Sauf que quand, et c'est une expérience extrêmement simple que vous pouvez tous faire, que vous alliez du nord au sud, à l'est à l'ouest, vous parlez au boulanger, vous parlez au patron de PME, tout le monde vous raconte la même histoire. Il ne l'a pas lu dans le journal, il l'a vécu avec ses équipes. Et tout d'un coup, depuis 2-3 ans, alors maintenant c'est un sujet dont on peut débattre. C'est déjà un grand pas pour l'humanité. Bon, et là, on vous parle des arrêts maladie de complaisance. Oui. Ça fait 30 ans que ça dure. Oui. Bon, alors oui, les virus sont devenus plus intelligents. Maintenant, ils frappent le vendredi et le lundi. Il y a dû avoir une mutation génétique. Mais tout le monde vous en parle.
Vous êtes en train de nous dire qu'on devient plus lucide sur l'état réel de... Non, c'est qu'on devient plus politiquement incorrect. C'est-à-dire que on vous a tissé une trame de sujets acceptables dont on pouvait débattre, et comme, si vous voulez, il y a des effets de bord qui sont quand même assez violents, tout d'un coup, ça rentre dans le débat. Bon. Et quand on parlait justement de productivité, quand vous êtes une PME, et souvent vous avez des postes qui sont des postes mononucléiques, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui occupe le poste, quand elle est malade une semaine... c'est le bazar complet. Et là, on a une grosse perte de productivité qui ne rentre pas forcément dans les chiffres. Mais là, je pense qu'il y a un vrai sujet, Eric. Je veux dire que l'histoire, vous avez parfaitement raison, pour signer les ruptures conventionnelles, il faut être 2, évidemment. Mais vous avez beaucoup de gens qui baissent les bras, qui ne veulent pas s'enquiquiner. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie ? Vous avez le type qui dit, si vous ne signez pas, je vais tomber malade. Et puis je vais tomber malade 1 mois, et puis 2 mois, et puis 3 mois. Et donc, ça s'appelle du chantage. Donc, pourquoi la rupture conventionnelle est arrivée ? C'est une très bonne chose, parce qu'avant, elle se faisait sous le manteau. Alors, c'était une opération extrêmement compliquée. On se mettait d'accord avec les avocats. Les documents étaient antidatés. C'est pour ça que la rupture conventionnelle est arrivée. Mais là, aujourd'hui, c'est devenu un fait accepté que, et effectivement, je trouve ça assez dramatique, c'est des gens qui ont un certain niveau, qui devraient avoir une certaine conscience professionnelle, un certain patriotisme, parce que c'est notre argent à tous, qui considèrent que c'est normal, aux frais de la princesse, de faire le tour du monde, payer tout frais pendant 6 mois. Donc là, il y a un vrai sujet. Et d'ailleurs, quand vous regardez les gens qui considèrent que c'est normal, au niveau des classes sociales, c'est pas l'ouvrier de base qui peut se permettre de faire ça. Parce que lui, il peut pas faire le tour du monde, il a une famille, il faut qu'il bosse. Non, mais c'est pas un effet macroéconomique, qu'il y ait des effets... Non, mais j'entends bien. On trouvera toujours Est-ce que ça a un effet macroéconomique ? Je termine mon propos. On ne peut pas dire c'est un effet négligeable. C'est pas grave, il y a un type qui va rouler à 200 sur l'autoroute, on peut... Non, je pense que ça crée énormément de perturbations dans les entreprises, ça crée en plus des sentiments d'inéquité qui sont extrêmement préjudiciables, parce que vous avez des gens qui bossent, qui disent, si lui il le fait, pourquoi pas moi ? Donc non, il ne faut pas penser un instant que c'est un élément marginal. Il y a un sujet de contrôle. Allez, il faut qu'on avance. Il faut contrôler. Il faut contrôler. Il faut qu'on avance. La balance commerciale européenne se dégrade à vive allure. Elle a chuté de 30%. C'est les derniers chiffres d'Eurostat publiés hier. On avait un excédent de 37,1 milliards d'euros au deuxième trimestre 2024. Donald Trump est arrivé. Cet excédent commercial est tombé à 26,1 milliards au deuxième trimestre. C'est les États-Unis vraiment qui cette chute. C'est toujours multifactoriel. Oui, 2024, ça a été une année un peu exceptionnelle. Et alors, vous voyez, c'est dans les balances courantes. Il y a aussi les services, les Jeux Olympiques. Ça a été bon. Vous voyez, pour la première fois depuis à peu près 10 ans, la balance commerciale était excédentaire en France. D'accord. Oui, d'ailleurs, c'est juste une petite parenthèse. Hors énergie, non, avec le déficit commercial. La balance courante, dans la balance courante, la balance courante, mais des biens, des services, etc. Et avec l'énergie, était excédentaire, légèrement excédentaire. D'accord. Juste petite parenthèse, vous voyez, quand vous avez une balance commerciale qui est à l'équilibre, le FMI n'intervient jamais. Le FMI intervient toujours quand il y a 10, 12 points de balance courante déficitaire. Le ministre de l'économie et des Finances, Éric Lombard, est revenu sur ses propos hier. Heureusement, en disant que c'est quand même assez fou de dire il faut que ça soit Bourrin-Chasse, le chef économiste du FMI, doit dire mais non, on interviendra. Et on continue à dire le FMI est là, le FMI est là. C'est la BCE qui pourrait peut-être venir par contre. Oui, d'accord, mais c'est pas pareil. Non, mais arrêtons de parler de FMI. Ok. Donc, du coup, c'était un peu exceptionnel. Il fallait pas penser qu'on avait réglé tous nos problèmes. D'accord. Et en 2024, ça y est, on avait une balance commerciale qui était excédentaire. Non, elle était un peu boostée par des effets JO, des effets un peu exceptionnels. Là, il y a le contre-coup, d'accord. Donc d'un coup, ces effets exceptionnels de 2024 disparaissent. C'est ça qui explique au niveau européen. Non, mais en partie là pour la France. Et alors après, il y a des effets macro-européens qui sont l'euro prend 12-13%, d'accord. Oui, quand votre monnaie s'apprécie, vous êtes moins votre balance commerciale dans un... OK. Et ensuite, les droits de douane. Donc, vous voyez, c'est un peu multifactoriel. Il y a des effets transitoires, ok, et il y a des effets qui sont liés à ce que fait Trump et à ce que fait la monnaie. Est-ce qu'on n'a pas, Béatrice Mathieu, aussi le contre-coup du boom des exportations au premier trimestre? Pardon, il y a aussi ça. Les importateurs américains ont beaucoup commandé en Europe avant le fameux Liberation Day du 2 avril. Bien sûr, il y a ça aussi, mais il n'y a pas que Trump dans l'histoire. Il n'y a pas que Trump et l'effet des droits de douane. Certes, effectivement, il y a un effet euro qui a joué, mais
quand on regarde la réduction de l'excédent, il y a une partie chinoise avec un creusement là, considérable du déficit avec la Chine, qui en un an s'est creusé de près de 27%. Donc il y a quand même aussi un déficit qui approche les 91... Ça, on peut dire que c'est un peu l'euro, Béatrice. C'est un peu un effet euro. Ah oui, c'est surtout aussi, à mon avis, un effet d'une certaine façon, d'exportation par la Chine de sa croissance faible, c'est-à-dire et d'une crise du luxe, la crise chinoise qui a fait que le luxe s'est effondré aussi. Mais qui est liée, en fait, qui est liée au changement de modèle de la croissance chinoise, qui fait qu'ils ont une demande interne plus faible, une consommation qui va être aussi plus sur des produits chinois, donc ils importent moins, et mécaniquement, pour continuer à faire tourner leurs usines et leurs surcapacités de production qui sont gigantesques, eh bien, ils exportent de plus en plus. En bradant, en partie. En bradant énormément. Et donc, ces mauvais chiffres de la croissance, c'est cet double effet. Trump et beaucoup Chine. L'exportateur que vous êtes, Laurent Wronski, à la tête d'Hervor, il voit quelle évolution depuis un an ? Alors, je rappelle, nous, on exporte dans 38 pays, principalement en dehors de la zone euro. L'économie mondiale n'est pas dans une forme olympique. Nous, on le voit très bien. Et puis, on a commencé l'émission en parlant d'incertitude. Nous, on vend des biens d'équipement. Quand vous faites le choix d'acheter un de nos magnifiques compresseurs que le monde entier nous envie, vous en prenez pour 20 ans. Ouais. Bon, donc quand vous entendez que vous risquez d'avoir sans doute des coûts qui vont augmenter, peut-être des difficultés, peut-être qu'on va vous imposer d'avoir un matériel qui est comme ci, qui est comme ça, vous hésitez. Donc nous, on voit très bien que depuis maintenant, globalement depuis M. Trump, mais c'est pas que M. Trump, je veux dire, la Chine a aussi une politique extrêmement offensive. Oui. Là, on parlait de l'exportation et du déversement des denrées à faible prix, mais également de protection de ses propres marchés. Donc on voit bien que depuis 2-3 ans, l'économie mondiale est assez fébrile et que ça devient de plus en plus compliqué d'exporter. C'est pas forcément parce qu'il n'y a pas la demande, c'est parce qu'on a un espèce de labyrinthe juridico-fiscalo, etc. Donc oui, c'est difficile. Bon, la France, malheureusement, n'a jamais été le champion du monde européen de l'exportation, mais quand je prends l'Allemagne, qui est aussi un gros fournisseur d'Hervor, parce qu'on a beaucoup de composants qu'on ne trouve plus, si vous voulez, la Chine, c'est un marché qui s'est réduit comme une peau de chagrin. Les usines chinoises ont été principalement équipées avec des machines-outils allemandes. Bon, sauf que maintenant, les Chinois ont copié les machines allemandes. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon. Et puis, ils ont aussi eu d'énergie pas chère. Et puis, ils vendaient aussi beaucoup aux États-Unis, donc beaucoup de biens de consommation, comme les voitures. Donc, eux aussi, qui était une des locomotives exportatrices européennes, ils ont eu des marchés qui se sont rétrécis. Ouais. C'est un signe de l'effacement de l'Europe, de la scène mondiale, de la croissance mondiale entre les deux géants. Alors, si on veut être un peu positif, quand même, la zone euro est la zone la plus excédentaire. D'accord, donc c'est moins excédentaire, mais c'est quand même la plus excédentaire. Donc là, de ce point de vue-là, on peut se dire, mais peut-être que c'est ça le déséquilibre. C'est un jeu à somme nulle. Si la zone euro est largement excédentaire, c'est qu'il y a un pays, d'accord, qui a en déficit l'excédent. Les États-Unis. Et c'est les États-Unis. Et ils nous disent, on veut plus. Alors même si c'est pas vraiment avec la zone euro que ce déséquilibre. Mais bon, ils regardent que les biens, ils regardent pas les biens et services parce qu'ils sont excédentaires sur les services. Nous, on est excédentaires sur les biens. Donc, ok. Mais entre nous, se dire que notre croissance économique, et ça, je pense que c'est important, est basée sur un excédent de la balance courante, d'accord, c'est quelque chose de très compliqué à faire. C'est-à-dire qu'il va falloir que quelqu'un accepte d'être notre déficit. Oui, jusqu'à présent, c'était le Royaume-Uni, les États-Unis, qui voulaient bien être le déficit, d'accord, du Japon, de l'Europe et de la Chine. Bon, cette période est terminée. Cette période est complètement terminée, mais pas avec Trump. Biden, avec l'IRA, il a commencé à dire l'OMC, c'est terminé. Ça avait même commencé sous Barack Obama. Et ça avait même commencé sous Obama, d'accord. Donc, quand même, cette prise de conscience on est toujours les déficits, etc. Et donc, on perd en industrie. Et ça, c'est au bout d'un moment, la Rust Belt, etc. Bon, enfin, vous connaissez l'histoire. C'est terminé. Il va falloir rééquilibrer tout cela. Si c'est pas le taux de change, on va faire soit des subventions avec l'IRA, soit des tarifs douaniers à la Trump. C'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, d'accord, c'est que l'ordre économique mondial est en train de changer. Ce n'est plus du multilatéralisme, c'est du tripartisme, etc. Il y a le bloc américain, le bloc chinois, c'est les BRICS++, d'accord, et donc le Sud global, et il faudrait qu'il y ait l'Europe.
Parce que et là, c'est là le problème, c'est que le bloc européen n'arrive pas. C'est la question que j'allais vous poser, effectivement. Les échanges intra-européens ne représentent que la moitié des échanges à l'intérieur des États-Unis, entre les États des États-Unis d'Amérique, par exemple. Mais vous vouliez réagir? Oui, parce que effectivement, l'analyse est intéressante, mais elle est très macroéconomique. On vous parle des prix, on vous parle de la monnaie, qui sont des éléments importants. Mais il y a un élément, je veux dire, et ça, M. Trump ne pourra rien y faire, c'est la compétitivité des produits. C'est-à-dire qu'il y a énormément de produits pour lesquels les Américains ne vendent pas. C'est pas parce qu'ils ont $1 qui est cher, c'est parce que leurs produits sont juste pas bons. Bon. Et nous, c'est la même histoire. Il y a des produits qu'on vend parce qu'ils sont bons. Donc là, vous pouvez décréter toutes les barrières douanières du monde, tous les trucs et les machins. Dire, si vous n'avez pas le produit, vous n'avez pas le produit. Ouais. Et M. Trump va rapidement, et c'est déjà le cas, être confronté à une dure réalité sur énormément de produits. Je ne dis pas ça pour me gausser. Pourquoi est-ce qu'on vend aux États-Unis? C'est parce que nous, on a un savoir-faire très particulier. Donc, nos clients vont devoir faire un choix d'allocation financière, certes, mais si vous n'avez pas le produit, vous faites comment? Oui. Mais c'est ce que dit Laurent, et c'est la micro, mais on le prend dans la macro aussi. C'est-à-dire que globalement, oui, il y aura des déséquilibres parce qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de produit, et donc, OK. Normalement, la macroéconomie dit quand tu fais beaucoup d'exportations, d'accord, tu enrichis, ton citoyen ou ton salarié doit en bénéficier. Donc de deux manières, soit ton salarié, tu augmentes tes salaires, d'accord, parce qu'ils ont été bons, tu augmentes tes salaires, et donc en augmentant les salaires, ils augmentent leur consommation, et donc ils vont acheter à un moment d'autres produits, pas celui, d'autres produits, et ça va rééquilibrer. D'accord. Soit tu dis non, je n'augmente pas les salaires, je veux garder ma compétitivité. Et là, c'est la macro. Et donc, c'est la monnaie qui s'apprécie. Et donc, c'est tous les citoyens de votre pays qui bénéficient du fait que vous êtes productif avec un pouvoir d'achat. Mais pareil, quand la monnaie s'apprécie, au bout d'un moment, vous perdez votre excédent parce que, vous êtes un peu moins compétitif, etc. Ou alors, vous avez gagné en pouvoir d'achat et donc, vous achetez des produits étrangers. Donc, normalement, ça doit se rééquilibrer. Donc, garder et se dire, comme le dit l'Europe et, on va dire, l'Allemagne et les Pays-Bas, qu'on va garder 6-8 points d'excédent, d'accord, pendant des décennies. Ce n'est pas pérenne. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est qu'à un moment, on peut temporairement dire, oui, il faut là des excédents. La France, on a été longtemps en déficit, on peut être un peu en excédent. Mais se dire, allez, c'est maintenant comme ça, c'est 6-8 points, surtout quand je suis l'Allemagne, 8 points de PIB allemand, c'est gros. Oui. Et se dire, ça va être ça pour financer mes retraites, non, c'est pas possible. C'est un des principaux défis de Merz aujourd'hui à la tête de l'Allemagne, effectivement, et probablement de toute l'Union européenne qui va devoir lever ses barrières pour avoir un marché un peu plus dynamique. Allez, il nous reste un sujet à traiter, il nous reste seulement 3 minutes. Donc un mot chacun. Après Intel, Donald Trump veut prendre des parts dans Lockheed Martin. Alors la nouvelle logique du président américain, c'est j'ai donné des subventions massivement aux entreprises, je vais transformer ces subventions en parts de capital. Vendredi, Washington, la Maison-Blanche, enfin l'administration américaine a pris 10% du capital d'Intel dans les micropuces. Mais Intel qui va pas bien. C'est-à-dire que... Mais il achète à la casse, en plus. Il est malin. Intel qui va pas bien. Et là, maintenant, c'est vers l'armement. C'est le secrétaire d'État au commerce, Howard Lutnick, qui a fait cette annonce dans la nuit, là. Regarde vers Lockheed Martin et puis probablement d'autres. Pas forcément le même, parce que ces entreprises vont mieux qu'Intel. Mais effectivement... Ça veut dire quoi, Non, mais moi, je suis très intéressant. Il est pragmatique ou c'est une forme de soviétisation des États-Unis? Quel est le logiciel économique, en fait, de Trump? Moi, je suis assez fascinée par ça. C'est quoi le logiciel économique? C'est pas du libéralisme. Enfin, ce qu'il fait, c'est pas du libéralisme. La guerre commerciale qu'il a fait, c'est pas du libéralisme. C'est pas du keynésianisme ni du néo-keynésianisme, mais c'est pas ça. C'est pas du Reagan. En fait, du pragmatisme. Un deal maker. C'est effectivement un objet nouveau, économique, inventé. Et là, effectivement, sur l'intervention de l'État, il l'a fait. Quand on voit la Golden Share qu'il a mis dans US Steel, effectivement, Intel, quelques jours auparavant, il a aussi pris des parts dans une entreprise de terres rares, en fait. Donc, on voit qu'il est en train de screener tout ce qu'il juge stratégique et de prendre des parts. Je pense que ça sera un peu plus compliqué dans les entreprises d'armement. Ils sont très liés à l'administration. Ils sont de toute façon très liés et où il y a une imbrication très forte. Il y a peut-être une entreprise où il y aurait un sens en fait à ce que l'État américain y aille.
c'est Boeing, qui là aussi, comme Intel, Boeing va très mal. Laurent Wronski, d'un mot, il nous reste 1 minute. Oui, alors ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que c'est le cas d'ailleurs pour beaucoup de mesures, appelons ça du Trumpisme, c'est que lui, il le fait, c'est pas dans la finesse, c'est le moins qu'on puisse dire, alors c'est assez visible, mais le financement de l'économie américaine par le gouvernement américain n'est absolument pas un phénomène nouveau. Je veux dire que la Silicon Valley n'est pas uniquement avec des projets entrepreneuriaux. Il y a eu énormément d'argent public. Ouais. C'est juste que lui, il vous le dit clairement. SpaceX, c'est un projet public financé par un entrepreneur, géré par un entrepreneur. Merci beaucoup à mes 3 experts du jour. Merci beaucoup. 10h, 11h, notez bien ce nouvel horaire, 10h, 11h, en direct sur l'antenne de BFM Business. Et depuis la REF, demain pour une émission spéciale d'1h30. À demain.